Dimanche politique sur votre émission Zone Franche, l'invité du jour a fait ses preuves à mes égards et dans plusieurs domaines d'activité qui ont touché même aux intérêts de la nation béninoise, homme politique dont le patronyme ne passe guère inaperçu. Moïse Tchando Kérékou va davantage se révéler aux Béninois lors de la présidentielle derrière au Bénin, candidat déclaré colistier de Joël Aïvo du parti de l'opposition Les Démocrates, lequel duo sera déchu faute de consensus et de parrainage nécessaire à la validation de leur candidature. Moïse Kérékou, pour ceux qui ne le savent pas, fut conseiller à l'autorité de régulation des postes et des télécommunications avant d'être nommé ambassadeur du Bénin en Turquie. Si le parcours de l'homme au plan professionnel a semblé évoluer en dents de scie, l'expérience, la marche politique l'est également. Président fondateur du mouvement pour la relève en 2010 avec comme concept un Bénin rassurant qui prône l'union des fils et filles du Bénin. Son expérience malheureuse au sein des démocrates aboutit à sa démission du parti Les Démocrates pour un retour fracassant à la force corruptionnaire émergent. Parti de cœur ou de raison, l'invité politique de ce dimanche 6 février 2022 nous le dira. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Bonjour à Khabali Para. Bonjour. Moïse Kérékou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Zone Franche. Moi, je voudrais pousser un peu ma curiosité pour comprendre cette passion que vous avez pour les pays arabes, parce que dans votre parcours, je note que vous êtes détenteur d'un diplôme d'une école de commerce et de gestion au Maroc, ainsi que d'un master en sciences politiques à l'université américaine de Liban. Pourquoi ce choix des pays arabes? Je vous remercie d'abord pour l'opportunité que vous m'offrez ce jour d'utiliser votre tribune. Je voudrais, si vous le permettez, s'il n'est pas encore trop tard, souhaiter une bonne et heureuse année à vous-même, à vos familles, merci, à tout le personnel de Canal 3, ainsi qu'à tout le peuple béninois. J'ai une passion pour le monde arabe. J'aime la culture et la langue arabe. J'aime ce peuple et j'ai de très bonnes relations dans le milieu. Et peut-être que dans une incarnation passée, j'étais arabe. Bon, c'est ce que vous... D'accord. Alors, 2013-2016, vous étiez ambassadeur du Bénin en Turquie. Qu'est-ce qui a été, je dirais, le gain du Bénin? On a fait un travail formidable avec mon équipe. J'avais 40 points de réalisation en tant qu'ambassadeur et en 3 ans. J'ai 2 projets qui m'ont plu, que j'ai pu réaliser. C'était des challenges et des défis à relever. C'est d'abord l'hôpital moderne d'Adjoun, d'une valeur de plus de 800 000 euros, sans compter les équipements qui devaient avoisiner environ 500 000 euros. C'était un grand challenge qu'on a pu réaliser en 3 ans. Et on aurait même pu avoir un hôpital de zone. C'est parce que les conditions n'étaient pas remplies et le terrain n'était pas encore viabilisé. Sinon, les Turcs, on avait eu leur accord de principe pour un hôpital de zone. Et le second projet, qui a été un projet de défi, c'était l'arrivée de Turkish Airlines. Turkish Airlines en 2013 et sur 4 années successivement était la meilleure compagnie européenne. Donc c'était un très grand challenge et je suis très heureux d'avoir réalisé cela pour mon pays. D'accord. Dans une biographie dressée par maître Victor Angelo, à son âme, l'ancien bâtonnier, il disait que votre passage en tant qu'ambassadeur du Bénin en Turquie a eu des résultats hors du commun, des résultats étonnants. Est-ce que c'est pas trop dit pour un ambassadeur? Vous étiez quand même en mission pour le pays aussi. Je ne pense pas que ce soit trop dit, parce que d'abord, maître Luis Angelo, c'est vrai, on le connaît plus comme au titre de bâtonnier, ancien bâtonnier, mais il fut également ambassadeur, un diplomate, ambassadeur du Bénin au Nigeria au temps du président Maga. Donc, du haut de son expérience, il était à même certainement de qualifier les résultats. Je pense qu'il l'a dit en fonction de la durée. C'était 3 ans. 3 ans, oui. Relativement court pour lancer une coopération et avoir des fruits, avoir des résultats.
Il faut savoir qu'il n'y avait pas aussi d'ambassade en Turquie. Je suis le premier ambassadeur en Turquie. Défricher un champ, c'est beaucoup plus difficile que de le cultiver. Il fallait commencer tout à zéro. Je n'avais pas eu de fonds au départ. J'ai attendu 6 mois avant d'avoir mes premiers fonds. Et la tâche n'a pas été du tout facile. Je pense que l'un mis en l'autre, c'est les raisons qui l'ont peut-être poussé à le dire dans un pays et dans un contexte très difficile comme la Turquie et le Moyen-Orient. Wahab l'a dit, vous êtes diplômé d'une école de commerce, ensuite vous avez un master en sciences politiques. Pour devenir après ambassadeur, pourquoi ce changement de filière? Je l'ai dit dans mon introduction, une vie professionnelle en dents de scie pratiquement. C'est vous qui le voyez ainsi. J'ai commencé déjà au lycée Koulibaly, j'ai eu un bac G3, donc un bac commerce. J'ai fait ma première année à l'ex-Institut national d'économie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'ENEAM. Tout à fait, à Bégamé, oui. Donc, c'était normal que je puisse continuer dans une école de commerce et de gestion. Après ma maîtrise professionnelle en 2001, j'ai créé une société à mon propre compte et j'ai été amené à opérer des voyages. Je pense que la rencontre avec le guide de la Révolution, le frère guide de la Révolution, le colonel Kadhafi a changé beaucoup de choses dans ma vie. C'était mon parrain. J'ai eu à faire quelques affaires également en Libye. Et c'est lui, contre toute attente, qui m'a demandé de poursuivre mes études. Il m'a dit un jour, écoute, ça ne te plairait pas d'apprendre un peu de la chose politique? Je lui ai dit, pourquoi pas? C'est d'ailleurs lui qui m'a recommandé l'université américaine de Beyrouth, qui est la première université américaine en dehors du territoire américain, fondée en 1776. C'est une université prestigieuse de référence dans le Moyen-Orient. D'accord. Et donc, vous êtes désormais un homme politique depuis 2010. Herman l'a souligné dans son introduction. Vous avez même créé un mouvement. La réforme du système partisan étant d'actualité, le mouvement a disparu. Vous avez atterri dans des formations politiques. On va en revenir tout à l'heure. Mais il y a que courant 2021 pour l'élection présidentielle, vous étiez candidat, colissier de Joël Aïvo. Votre dossier, je dirais, a été rejeté. Dites-nous de façon résumée, qu'est-ce qui n'a pas marché? Avec un peu de recul, je pense que ce qui n'a pas marché, c'est d'abord l'opposition qui était divisée. Il y avait 3 factions de l'opposition. C'est ça. Les démocrates, les FCBE et les résistants. Vous savez que c'est l'union qui fait la force. Divisé, vous ne serez jamais fort. Deuxièmement, ce qui n'a pas marché, je pense que le Front de restauration de la démocratie, le FRD, qui m'a porté candidat au poste de vice-président, n'a pas su jouer son rôle de maître de cérémonie et de maître d'orchestre pour pouvoir mettre toutes les factions de l'opposition ensemble. C'est ça. Ce qui n'a pas marché également, c'est le défaut de parrainage. Vous le savez, ce n'était pas facile d'avoir. Nous étions dans une première expérience d'un nouveau jeu électoral et donc c'était très difficile de l'obtenir. Quelles ont été les difficultés concrètement à ce niveau, la question du parrainage? Je dois vous dire que moi, j'avais finalement pu obtenir mon parrainage. Et sur cette base, je peux vous dire quelles sont les difficultés que j'ai eues. Il fallait d'abord contacter les députés ainsi que les maires. Ils sont nombreux. Il fallait les identifier et même les localiser. Ce n'était pas facile. Et quand vous leur dites « Ah, je voudrais vous rendre une visite de courtoisie et avoir une séance avec vous », beaucoup étaient réticents. Donc il y avait beaucoup de réticences. Mais je suis heureux que certains aient pu me faire confiance, m'aient reçu, et qu'on ait pu discuter ensemble avec eux mon projet de société jusqu'à l'obtention, l'accord de principe pour l'obtention du parrainage. Ah bon, l'accord de principe. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à la fin, vous n'avez finalement pas eu le parrainage?
Ce qui a fait, c'est que je n'ai pas pu avoir la position de président. Le duo était quelque chose de nouveau. Chacun allait de sa perception de la chose. Et donc, ces députés m'ont dit, tu es vice-président, l'accord ne peut plus marcher. Ça sous-entend que l'accord de principe donné par les députés à l'effet de vous accorder le parrainage était subordonné au fait que vous soyez vous-même président et peut-être quelqu'un d'autre, je dirais, colistier. Et le fait que Joël Aïva, n'est-ce pas, soit à la tête et vous, colistier, a bouleversé les choses, a impacté le résultat final. Je vais être franc avec vous. J'ai fait tout ce qui est en mes capacités pour que cette candidature du Front puisse être validée. Et j'ai demandé à ces députés de reverser le parrainage promis à la candidature. Mais ils ont été francs avec moi. Ils m'ont dit, Monsieur l'ambassadeur, nous nous excusons, mais quelqu'un qui n'a pas reconnu notre légitimité, nous ne pourrons pas lui accorder notre parrainage. Je voudrais déjà les remercier, ces députés qui m'ont fait confiance, essentiellement du parti BR, environ 80%, et 20% du parti UP. Et j'avais obtenu le parrainage sans contrepartie. C'est très important de le dire. Est-ce que vous ne donnez pas raison finalement à ceux qui pensent et qui disent que vous ne faites que profiter de votre nom? Puisque, semble-t-il, le nom a pesé pour beaucoup dans l'accord de principe aussi, Kérékou. Oui, c'est vrai, le nom pèse beaucoup, mais le nom a également beaucoup d'inconvénients. Et ce n'est pas seulement le nom. Ce n'est pas facile d'être Kérékou. Ce n'est pas facile d'être Kérékou, c'est une grande responsabilité, vous le savez. Et ce n'est pas seulement le nom, nous sommes une vingtaine de Kérékou, donc si c'était seulement le nom, je pense que chaque Kérékou serait en mesure d'être dans ma position. Je pense qu'il faut donner aussi un peu de crédit au prénom Moïse. D'accord. Qu'est-ce qui donc a pesé dans cet accord de principe-là pour que des députés essaient de vous donner le parrainage, mais qui après se sont vraiment C'était le fair play. C'était le fair play. Je n'ai pas contesté leur position. Pour moi, la 8e législature était certes tantôt bicolore, tantôt monocolore, mais c'était une législature légitime. Elle tirait sa source de la 7e législature et des 2 lois qui ont été prises et qui ont bouleversé la vie politique de notre pays, c'est-à-dire le code électoral et la loi sur le système partisan. Mais c'est des députés de la 7e législature, émanation du peuple, qui ont voté cette loi. Et par conséquent, pour moi, cette 8e législature, elle est tout à fait légitime. Mais au niveau de l'opposition, on n'a pas la même lecture des choses. Au sein même du parti, je dirais, les démocrates, où vous quittez, on conteste la légitimité de la 8e législature. Vous avez été membre fondateur de ce même parti, le parti Les démocrates, mais vous avez un autre discours. Pourquoi au sein même de l'opposition, d'un même parti, vous n'arrivez pas à vous accorder sur un certain nombre de principes? Vous le savez, un parti représente toujours une partie du peuple. Et c'est l'ensemble des partis qui fait l'ensemble du peuple, toutes les parties réunies. Et dans chaque parti au masculin et dans chaque parti au féminin, il y a plusieurs sensibilités politiques. Au sein de l'opposition, au sein de mon ancien parti, les démocrates, je peux dire que je faisais partie de l'aile modérée de ce parti. Il y avait plusieurs ailes au sein du même parti. C'est tout à fait normal qu'il y ait plusieurs ailes. Et c'est ce qui est même voulu, c'est ce qui est souhaitable. Il faut que de la confrontation, de l'antithèse et de la thèse naisse la synthèse. Le débat contradictoire est un débat démocratique. C'est un débat qu'il faut souhaiter même au sein des partis politiques. D'accord. Vous avez démissionné, mais c'est intéressant de savoir comment vous avez atterri en son temps dans le parti Les démocrates. Je vais peut-être remonter plus haut.
Allons-y. Parce que beaucoup pensent que, vous l'aviez d'ailleurs dit tout à l'heure, j'ai évolué en dents de scie. C'est peut-être parce que je ne fais pas assez de communication dessus. J'ai un grand parcours de militant. À 16 ans déjà, 16 ans, je faisais partie de la section des jeunes du FA Lafia, sous la supervision directe de paix à son âme, le ministre Sakakina, dans mon quartier. Et avec des jeunes, nous nous sommes réunis, j'étais au lycée, j'étais en classe de terminale, nous nous sommes réunis avec des amis pour soutenir le retour du général Mathieu Kérékou. Étudiant aussi, j'ai eu une vie de militant, je fus secrétaire général de l'association des étrangers dans la ville où j'étais. À mon retour, j'ai créé une ONG, le Mouvement international de la jeunesse africaine, que beaucoup connaissent. Or, vous savez que c'est dans la société civile que commencent les premiers pas politiques. Effectivement. Il est vrai qu'après, j'ai eu une petite pause. À partir de ce moment, j'ai dû revoir beaucoup de choses, comme il arrive dans la vie de tout être humain. Le changement de tempérament à certains âges de la vie peuvent vous amener à revoir votre position, à faire une rétrospective sur votre vie et puis à prendre de nouveaux engagements. Jusqu'en 2009 où j'ai décidé d'entrer pleinement en politique après l'accord de principe du général. J'en ai parlé avec lui en 2010. J'ai créé le mouvement pour la relève. J'ai soutenu les actions du président Yahi Boni et ce qui m'a valu mes postes politiques. En résumé, vous avez eu vraiment un long parcours de militant. Voilà. Ma question était de savoir, Excellence, comment vous êtes atterri, n'est-ce pas, au Parti Les Démocrates? Justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre le fil. Oui. En 2010, j'ai soutenu les FCBE. Oui. Je ne suis pas membre fondateur des FCBE, il faut le dire à l'époque, mais mon mouvement politique, le mouvement pour la relève, a soutenu les FCBE. Donc c'est comme ça que, de fait, je suis devenu FCBE. En 2019, avec les soubresauts qu'il y a eu dans la vie et dans l'arène politique, les FCBE étaient au bord de l'éclatement. Ouais. J'y ai joué un rôle de médiation. J'y ai joué un rôle de médiation parce que je n'acceptais pas que ce parti, ce grand parti, puisse se diviser et que chacun aille de son côté. Ça veut dire qu'aussitôt Boni Yahi parti, le parti déjà, ceux qui l'ont soutenu... Comme l'UBF. Comme l'UBF, c'est le cours normal des partis. C'est le cours normal des partis. Et donc, l'aile rompait. Alors, donc, les dirigeants légitimes d'aujourd'hui, voilà, m'ont sollicité et nous avions fait un tour à Abeokuta auprès du président Obasanjo. On dit que le linge sale se lave en famille en présence des sages. Tout allait bien. Le président Yahi Boni, de retour, a mis l'eau dans son vin et a accepté de les écouter et a accepté de les accompagner. Quand brusquement tout a changé. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler ici. Et les partis politiques, c'est des couvents, tout ne se dit pas aussi, excusez-moi. Alors, j'étais là un jour quand un ancien ministre m'a appelé et a demandé à me voir, qu'il a un message de la part du président Yahi. À l'entretien, j'étais en face de 7 anciens ministres et députés. Le message, c'était qu'ils me remerciaient pour mes efforts de médiation. Ils m'ont également expliqué pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi le président Yahi Boni a dû démissionner, qu'il aurait insisté pour qu'on m'informe des tenants et des aboutissants. Et c'est ainsi qu'ils m'ont informé de la création du nouveau parti. Ils m'ont
expressement dit que le président Yahya Boni voudrait que j'en sois un membre. Il faut avouer qu'au début, j'étais réticent parce que depuis mon retour de la Turquie, j'avais mis une pause politique. Quand vous occupez une grande fonction comme ça, il faut un peu faire le point dans sa vie et voir comment repartir. Donc j'étais un peu réticent. J'étais un bon observateur de la vie politique, mais je n'étais plus dans l'activisme politique. Je n'étais plus un acteur politique. J'étais un peu réticent, mais ils ont pu me convaincre. L'idée d'appartenir, pour la première fois d'ailleurs, à un parti politique, en tant que membre fondateur, était aussi très excitant et je voulais faire une nouvelle expérience. Donc c'est ce qui a apporté, c'est ce qui a justifié mon adhésion au sein des démocrates. Très bien. Alors, en qualité de membre fondateur. D'accord, membre fondateur, vous avez séjourné au sein du parti, vous avez décrit en amont comment les choses se sont passées, même si vous n'épousez pas à tout moment les idéaux de cette formation politique. Aujourd'hui, vous n'êtes plus membre du parti Les Démocrates. Que s'est-il passé? C'est vrai, j'ai donné ma démission en décembre du parti. Décembre 2021. Décembre 2021, parce que je n'étais plus du tout à l'aise. Je n'étais plus utile à quelque chose. Pour quelqu'un qui veut se sentir utile dans la société, qui a toujours été dans l'esprit de servir, cela avait rencontré un certain blocage en mon fort intérieur. J'étais suspendu des activités du parti depuis 10 mois. Ça sous-entend juste après les élections. Voilà. Ça fait aujourd'hui 1 an que je n'ai plus mis pied au siège, je n'ai plus assisté à aucune activité. Ma dernière présence au siège devait être le 25 janvier 2021. Et donc, je voulais recouvrer ma liberté d'action et ma liberté de parole. J'avais aussi beaucoup de pression de mes militants qui voulaient que je les oriente, que je dise qu'est-ce qu'il fallait faire. Bientôt, c'est les élections législatives. On rentrait dans une nouvelle année en 2022. J'étais suspendu du parti. Je n'étais plus un acteur majeur, donc il fallait quand même faire quelque chose. Moi, j'ai voulu fermer cette page de 2021 et rentrer dans cette nouvelle année 2022 avec beaucoup plus d'espoir et beaucoup plus de perspectives. Le parti vous a-t-il dit, les membres vous ont-ils dit ce qu'ils vous reprochaient concrètement pour vous suspendre en son temps? J'ai reçu un exploit d'huissier où le parti mentionnait qu'ils m'ont suspendu parce que je n'avais pas suivi la discipline, voilà. Vous savez que le duo, le parti a déclaré un duo et j'étais candidat aussi au sein du Front. Front, d'ailleurs, Front dans lequel les démocrates sont membres. Les démocrates sont membres du Front. Okay, donc... mais pour ma part, c'était une suspension arbitraire, parce que cette suspension n'a pas respecté certains articles des documents fondamentaux du parti. Je n'ai donc pas eu droit à un contradictoire, je n'ai pas eu droit au recours, ce que pourtant les tests m'offraient comme possibilité. Un homme de ce parcours-là, parcours politique, Faralafia, MPR, voilà, FCBE, rapidement démocrate, FRD, quelles leçons tirez-vous finalement de ce que vous avez connu entre votre participation en tant que membre fondateur des démocrates et votre participation aux élections jusqu'à votre démission et à votre atterrissage aux forces de l'économie d'émergence? La première leçon, c'est que au sein des partis, il n'y a pas d'idéologie. Il n'y a pas un combat d'idées. L'idéologie, elle est très importante. L'idéologie, c'est la science, l'organisation des idées. Les idées viennent pêle-mêle, il faut les organiser, il faut les mettre en synergie. C'est en cela que l'idéologie, elle est très importante. Et vous verrez d'ailleurs que c'est pourquoi j'ai laissé comme legs
à cette jeunesse que j'encourage et qui voudrait s'essayer à la chose politique, l'opuscule que j'ai eu à écrire en fin 2016, intitulé « Le manifeste de la relève ». Vous m'aviez déjà reçu sur ce plateau et j'en ai beaucoup parlé. Donc la première chose, le manque d'idéologie. La deuxième chose, c'est le manque de militantisme. Je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau. Les partis sont très souvent identifiés à une personne à la tête. Un peu comme les PME, les petites et moyennes entreprises. Voilà, c'est comme des sociétés ou des clubs. Et quand le leader dit quelque chose, il n'y a pas de contradiction, il faut suivre à la lettre, sinon vous êtes expulsé ou vous êtes tenu à l'écart. Et il n'y a pas de militantisme, donc pas de conviction. On ne suit pas les idées du leader, on suit plutôt la personne. Et donc, c'est ce qui fait que ça devient un peu de l'assistanat social. Donc, quand vous assistez, les gens sont avec vous, et quand vous n'assistez pas, les gens ne sont pas avec vous. Ça, c'est généralement. En particulier, les leçons que je tire de 2021, c'est qu'une élection présidentielle se prépare à l'avance. Ce n'est pas... Comme s'il y a eu de la précipitation. C'est pas le jour de chasse. Il y a un proverbe bariba qui dit que c'est pas le jour de chasse. Qu'on élève son chien. Qu'on élève son chien. Et cette sagesse populaire qui nous dit qui va loin ménage sa monture. Donc les élections présidentielles se préparent à l'avance. Oui. La deuxième leçon, c'est que la clé des élections à venir, c'est le parrainage. Et pour obtenir le parrainage, il faut bien sûr avoir des sièges au Parlement et avoir aussi la tête des conseils municipaux. Donc il n'y aura plus d'élections présidentielles sans passer par des phases qualificatives. Nous sommes d'ailleurs en pleine canne. Nous souhaitons bonne chance aux joueurs qui ont été retenus et aux équipes qui ont été retenues en phase finale. Et donc, il faut nécessairement des phases qualificatives en politique pour les présidentielles. Et ces phases qualificatives, c'est les municipales et les législatives. Enfin, je retiens que le système de parrainage fait que les élus du peuple sont très forts. Ils peuvent décider. Ils peuvent décider de qui parrainer qui parrainer ou qui ne pas parrainer. Donc il y a une sorte de tri en amont qui fait que en fonction de la tête d'une personne, on peut dire bon, toi on te veut, toi on ne te veut pas. Et donc c'est ce que je retiens essentiellement comme leçon. Beaucoup de leçons à tirer de cette élection présidentielle de 2021. On va poursuivre puisque on disait tout à l'heure que vous avez démissionné du parti Les Démocrates. Votre nouvelle destination, c'est le parti Force Courir pour un Bénin émergent. Comment l'accueil s'est déroulé à ce niveau et surtout pourquoi avoir choisi FCBE comme nouveau point de chute? Il n'y a pas encore eu d'accueil parce que ce n'est pas officiel. C'est ça. J'ai donné un avis. J'ai utilisé notre vieille sagesse populaire africaine qui dit que lorsque tu ne sais pas où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Je vous ai parlé de mon parcours. Je vous ai dit comment depuis 2010 j'avais adhéré à mon mouvement politique. Je n'étais pas membre fondateur, avait adhéré au FCBE. Je vous ai dit tout ce que j'ai pu faire comme effort de médiation pour que le parti ne se disloque pas. J'ai de bonnes relations avec les membres du parti. Je connais le ministre Djemba depuis, je peux dire, mon jeune âge. J'ai connu le Sen Umpe en Turquie en 2015 lorsqu'il est venu en mission. On a eu des séances avec des opérateurs économiques et j'avais déjà été surpris par un brillant discours qu'il avait eu à donner à la Chambre de commerce et d'industrie d'Istanbul. Je lui disais même, je pense que il serait mieux que ce soit vous qui soyez l'ambassadeur. J'ai de bonnes relations avec Amadou Issifou, l'honorable, avec Farouk. Vous savez, j'ai visité
beaucoup de pays. Je connais 47 pays dans le monde. Et je suis un diplomate. Nous avons une déformation. C'est l'ouverture d'esprit, la tempérance, la circonspection et la sagesse. Je n'ai pas un problème de personne avec les hommes politiques. Et j'évite d'en avoir d'ailleurs. Pour moi, la politique, ce n'est pas la méfiance, ce n'est pas la méchanceté, ce n'est pas la vengeance. J'évite de faire la politique de personne, la politique de haine. Ce qui court toutes les rues et tous les pavés aujourd'hui dans notre pays. Et donc, je m'entends avec tous les hommes politiques, quel que soit leur bord, parce que pour moi, la politique, c'est d'abord le développement. C'est un débat d'idées. C'est un débat contradictoire. On peut ne pas partager les mêmes idées, mais on peut toujours boire un verre ensemble. Et ma fonction de diplomate, d'ambassadeur l'exige. Vous savez, deux armées peuvent s'entretuer. Deux chefs d'État peuvent ne plus se donner la main. Mais les diplomates de ces pays qui se font la guerre sont obligés de se parler. Pourquoi? Parce que demain, lorsqu'il y a une chance pour la paix, c'est eux qui doivent se parler. De la réconciliation. Mais quand toutes les deux parties sont extrémistes, radicaux et radicales, le rapprochement sera difficile. Le rapprochement sera difficile. C'est pour ça la personne d'un ambassadeur jouit de l'inviolabilité, ainsi que sa demeure, sa résidence, sa voiture. Donc c'est très important. J'ai peut-être cette déformation qui peut laisser penser à une sorte de duplicité, à une sorte de traîtrise, parce que j'ai entendu beaucoup, j'ai lu beaucoup dans les réseaux sociaux, mais ce n'est pas ça. Deux armées s'entretuent, mais deux ambassadeurs peuvent aller l'un chez l'autre, boire du vin, boire du champagne, se parler. Ce n'est pas que la veille, il n'a pas eu un frère qui est tombé les armes à la main. Il a de la peine dans son cœur, mais il est tenu d'être comme ça et d'avoir cette attitude, l'attitude de paix. Est-ce qu'avec le recul, monsieur Moïse Kérékou, vous n'avez pas mal fait, en tant qu'ambassadeur, de faire votre entrée en politique aujourd'hui? Ou alors vous dites, il fallait faire ce chemin-là? Non, je vous ai dit que mon entrée en politique datait de 1996. Tout à fait. Et vous savez, je suis né dans le pouvoir. J'ai grandi dans le pouvoir. Et ce n'est pas pour m'enorgueillir, j'ai le pouvoir dans le sang. C'est une responsabilité pour moi. Parce que quand même, vous avez fait les démocrates, qui est une aile dure de l'opposition, pour atterrir finalement aux forces de premier émergent qui se réclament opposition modérée. Comment se fera cette reconversion? Si c'était à refaire, je le referai. Et je voudrais dire que ce que j'ai dit lors de ma déclaration, je l'affirme et je l'assume. Je l'assume, c'est ma responsabilité. Oui, j'ai démissionné des démocrates et je suis en train de faire route vers les FCBE. C'est vrai, seul, je ne suis rien. Un chef de parti, un leader, c'est avec ses militants. Tout à fait. J'ai un grand travail à faire que j'ai déjà commencé. Je veux mettre à profit le premier trimestre pour le faire, consulter ma base, échanger avec mes lieutenants, aller voir mes militants et leur dire ce qu'il faut faire. D'accord. Alors, quand on lit sur les réseaux sociaux, il y a une interrogation après tous les commentaires qui ont été faits à la suite de votre démission. La question est de savoir qu'est-ce que Moïse Kérékou va apporter au parti Post-Corée pour un Bénin émergent. Quel est son poids politique? La fraîcheur. J'apporte du sang neuf, j'apporte du sang frais, j'apporte de nouvelles idées. Avec la réforme des partis politiques que je soutiens d'ailleurs. Vous soutenez la réforme? Oui, je soutiens. Je soutiens parce que d'une part, cette réforme permet de régler la pléthore des partis politiques et d'autre part, elle règle aussi une question inévitable, la question du financement des partis politiques.
J'ai créé le mouvement depuis 2010. Nous sommes en 2022. J'ai quand même 12 années d'expérience. En tant que chef d'un mouvement politique, ce n'est même pas encore un parti, chef d'un mouvement politique. Je sais ce qu'il y a dedans. Je sais. Je suis à la base. Je mène des actions. J'ai eu à faire 2 congrès pour mon mouvement politique. Donc, je soutiens la réforme du système partisan. C'est vrai qu'il y a quelques anomalies. On peut en parler plus tard. Il y a des ajustements à faire. Il y a des améliorations à apporter. On va y arriver Donc, tout à l'heure. j'amène ma fraîcheur et j'amène mes idées. J'amène également ma base. Le mouvement MPR est établi sur 35 communes. Nous avons 77 communes. Nous sommes sur 35 communes. D'accord. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est le terrain qui commande. Voilà, on va utiliser les mots terre à terre. Moïse Kérékou quitte le parti des démocrates qui est de l'opposition, atterrit désormais au parti Foscori pour un Bénin émergent qui est de l'opposition. Mot à mot, Moïse Kérékou est-il un opposant au régime Talon? Vous le savez, aujourd'hui, il n'est pas facile d'être opposant et de faire l'opposition. À 80% ou 85%, la classe politique est dans la mouvance. Je pense que pour ceux qui acceptent de faire l'opposition, il faut aussi les encourager. Ils méritent vos applaudissements, les applaudissements du peuple. Donc, qu'est-ce qu'on reproche au FCBE? On reproche au FCBE, si je maintiens les commentaires qui se font sur les réseaux sociaux, d'être un troisième parti, sinon un troisième bloc de la mouvance. Je n'accepte pas cela. Pour moi, c'est sordide convoitise, hypocrite rapiessage, pour ne pas dire sournois ravaudage. On leur reproche, de s'être conformé à la nouvelle charte des partis. Mais est-ce que plus tard, certains partis ne se sont pas conformés? Ils ne sont pas les seuls à avoir aujourd'hui le récépissé. Deuxièmement, on leur reproche quoi? Même les éléments du parti, les démocrates qui s'étaient opposés, Exactement. Deuxièmement, on leur reproche quoi? D'avoir participé au dialogue national. Dialogue politique. Dialogue politique. Qui sont ceux qui demandent un dialogue politique aujourd'hui? Troisièmement, on leur reproche quoi? D'avoir participé aux élections communales. Mais est-ce que tous les partis aujourd'hui ne parlent pas de législatives? Vous les avez entendus, certains disent, nous allons participer aux législatives. Il n'y a pas ce parti qui ne veut pas participer aux prochaines élections. On leur reproche quoi? D'avoir bénéficié du financement des partis politiques. Je vous assure que demain, après les législatives, même lorsqu'un parti aura un seul député à l'Assemblée comme siège, ce parti sera le premier écrit pour demander qu'on le finance, le financement public. Et donc, pour moi, ils devraient même être respectés, puisqu'ils sont les pionniers. Ils ont montré la voie. Ils méritent plutôt le respect. Enfin, on leur reproche quoi? Un langage de paix. On dit qu'ils ne sont pas virulents. Mais une opposition, le spectre est assez large. Vous pouvez être extrémiste, vous pouvez être radical, comme vous pouvez être modéré, comme vous pouvez même être centriste. Et puis, la paix, ça ne doit pas être un vain mot. Permettez-moi de vous raconter quelque chose. Allons-y. Vous savez, j'ai connu les attentats et la guerre. Je vous ai dit, j'ai visité 47 pays dans le monde. Et j'ai une bonne connaissance de la culture des peuples. J'ai eu la vie sauve ce 17 mai 2003. Je m'en rappelle toujours. C'était un attentat des islamistes contre le royaume du Maroc. L'hôtel Saphir, c'est l'hôtel où je séjournais souvent. J'avais déjà quitté la veille. J'aurais pu y laisser ma peau. En février 2005, l'attentat contre le Premier ministre, Rafik Hariri, j'étais encore étudiant au Liban. Je venais de passer, il y a 1 heure sur cette voie, j'étais à l'hôtel Saint-Georges. La déflagration a soufflé toutes les vitres de l'hôtel.
j'aurais pu y passer parce qu'il y a eu une centaine de blessés, une vingtaine de morts. C'était un cratère de près de 7 mètres. Je suis allé sur les lieux après. J'ai été ambassadeur en Turquie pendant 3 ans, de 2013 à 2016. Vous savez combien d'attentats j'ai répertoriés? 57, parce qu'il fallait en faire le compte rendu au département, chaque fois qu'il y avait attentat. 57 attentats en Turquie. L'attentat contre l'aéroport d'Istanbul en juillet, je venais de quitter il y a 1 heure. C'était dans la voiture, j'étais déjà à Ankara, heureusement, quand j'ai eu l'appel de ma femme qui me disait « Ah, j'espère que tu as quitté Istanbul parce qu'il vient d'avoir un attentat. » Et une dizaine de morts, une vingtaine de blessés. J'aurais pu être là. La Turquie est le pays qui a connu le plus d'attentats dans le monde contre les diplomates. Vous connaissez leurs problèmes avec le PKK, le parti du Kurdistan, depuis 1984. Effectivement. La guerre de 34 jours au Liban, j'y étais, entre l'armée de Tsahal d'Israël et le Hezbollah Moukawama. 34 jours. Il n'y a pas de plus effrayant que les avions supersoniques israéliens. Quand ça passe, vous avez l'impression que vous êtes aux portes de l'enfer. Toutes les infrastructures ont été détruites. Donc, j'ai vécu dans ce milieu-là. Le coup d'État en Turquie, dans la nuit du 14 ou du 15 et du 15 juillet 2016, le coup d'État manquait. Mais la résidence de l'ambassadeur, ma résidence, était à peine à 1 kilomètre de la direction générale de la police nationale. Il y a eu des coups de feu nourris. Toute cette nuit, je n'ai pas pu dormir avec ma famille. Alors qu'elles ne sont tirées. Hein, c'est que je connais les attentats et je connais la guerre. Qu'on ne me reproche pas mon langage de paix et de réconciliation nationale. Beaucoup n'ont pas connu la guerre. Vous ne savez pas ce que c'est que la guerre. On sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Nous avons vu en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je fais le vœu que 2022 soit une année de paix et de grande réconciliation nationale. Malheureusement, certaines questions n'ont pas été évacuées. La question de la réconciliation est partagée. Il y a encore à faire dans le dégel de la crise politique. Les questions comme celle des prisonniers, des exilés, des réfugiés politiques n'ont pas encore été évacuées. Donc je voudrais un peu de hauteur de la part de tous les acteurs de la vie politique. Furent-ils de la mouvance ou de l'opposition? En résumé, pour vous, le parti Foscori pour un Bénin émergent n'est pas maladroit, n'est-ce pas, dans sa méthode, la méthode d'inviter les gens à la paix et de faire partie un chef d'État de manière démocratique. Je vous dis qu'ils doivent même être respectés, c'est les pionniers, parce que tout ce qu'on leur a reproché, tout ce qu'on leur reproche, les autres partis sont en train de faire la même chose. Alors, dans ce cas, finalement, on leur reproche quoi? Dites-moi. Et moi, quand on me dit c'est le 3e bloc de talons, je dis non. Vous savez, j'ai fait les sciences politiques. C'est la différence avec les autres. Okay? Vous ne demandez pas à un électricien bâtiment d'aller opérer un malade. Vous ne demanderez jamais, ou il n'arrivera jamais à l'idée d'un docteur, fût-il professeur en chirurgie, d'aller installer des câbles électriques. Il ne réussira pas. Moi, j'ai appris les sciences politiques. J'ai fait la chose politique. Et donc, je n'ai pas le droit d'avoir un regard de rue sur les questions politiques. On dit les FCBE sont le 3e bloc de talons. Mais moi, je constate autre chose sur le terrain. Qu'est-ce que je constate? Je constate que en pleine élection, vote ou désignation des conseils municipaux, l'Assemblée prend une loi pour dire Alliance UP-BR acceptable, Alliance UP-FCBE pas question, Alliance BR-FCBE pas question. Ah bon? FCBE n'est-il pas le 3e bloc de talons? Qu'est-ce que je constate d'autre? Je constate une vague de démissions de jour en jour des conseillers municipaux, des FCBE, vers soit le bloc républicain ou le bloc de l'UP. Mais pourtant, on dit que FCBE est le 3e bloc. Comment expliquer
cette démission, ces vagues de démission, si tant il est vrai que les FCBE sont le troisième bloc de talent. Donc, franchement, moi, je ne voudrais pas aller sur ce terrain-là. Je pense que c'est des pionniers. Ils ont pris des risques dans le nouveau système partisan qui était flou pour tout le monde. On dit l'optimiste. Et l'optimiste attend que le vent tourne. Le pessimiste se plaint du vent, mais le leader ajuste ses voiles. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont ajusté les voiles et ils ont pu s'adapter à la situation au moment où beaucoup disent nous sommes résistants, nous observons, mais c'est l'inertie. Vous faites route là vers Foscolo Premier Émergent. On est curieux de savoir quand est-ce que vous allez officialiser votre appartenance à ce parti-là, qui du reste aujourd'hui perd beaucoup de plumes. Ça veut dire que vous allez vers un parti politique qui a besoin d'être renforcé. Oui. Vous savez... Puisque vous-même vous avez reconnu tout à l'heure qu'il y a une vague de démission au sein de cette formation politique. Oui. Je me donne ce premier trimestre pour consulter mes militants. Et à partir du deuxième trimestre, je pourrai confirmer cette adhésion au FCBE. Est-ce que vous aimez le foot? Vous aimez le foot? Oui. C'est la CAN actuellement. Vous savez, et le basket, vous faites le basket? Non, foot beaucoup plus. Moi, je fais le basket. Vous savez, il peut arriver qu'une équipe soit nulle. Mais l'entrée d'un seul joueur peut relever le niveau de l'équipe. L'entrée d'un seul joueur peut relever le niveau de l'équipe, même si l'équipe était nulle. Mais pour moi, les FCBE ne sont pas nuls. Ils ont fait un bon score, aussi bien lors des communales que des présidentielles. Ils ont dépassé les 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une très bonne base sur laquelle on peut construire. D'accord. On va apprécier maintenant la gouvernance actuelle. Quelle est votre lecture de tout ce que nous vivons, de tout ce qui est fait comme gouvernance à l'ère Talon? C'est une gouvernance rigoriste. C'est négatif selon vous? Quand on dit rigoriste, ça veut dire elle est pleine de rigueur. Elle est à la phase expérimentale. Je comprends dans l'esprit du premier animateur de la vie politique et de son équipe, c'est ma lecture que je fais, ça peut être faux, qu'il faut changer un peu les choses, qu'il faut faire les choses autrement. Pour avoir des résultats autres, il faut faire les choses autrement. C'est un peu ce que je constate. On peut scinder donc cette gouvernance en deux, la gouvernance politique, qui est une gouvernance d'expérimentation, avec le nouveau code électoral et le nouveau système partisan. Une gouvernance d'expérimentation, mais qui est fortement contestée et qui crée des inégalités politiques. Mais c'est une expérience. Il faut la faire. On verra ce que ça va donner. On a fait l'expérience de la Révolution, on a fait l'expérience du multipartisme. Aujourd'hui, c'est une autre expérience. Moi, je suis un homme ouvert d'esprit et flexible. Je ne suis pas carré. Et la gouvernance économique, pour en finir, qui, ma foi, est une gouvernance objective et pragmatique, mais dénuée de social. D'ailleurs, l'équipe l'a reconnu, et c'est pour ça qu'on parle de, ça y est, le développement, du rehaussement social. Mais nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que nous souffrons beaucoup. Les taxes, les impôts, le SMIC n'a pas varié, l'inflation des denrées alimentaires. Donc, c'est difficile. Mais quand on fait une croissance, c'est pour la redistribuer. Quand le père de famille dit à sa famille, bon, aujourd'hui, j'ai plus que ce que j'avais, j'ai un autre boulot, mon salaire a augmenté. Mais la moindre des choses, c'est que la famille vive bien. Donc, je souhaite vraiment qu'au niveau social, le rehaussement social le gouvernement est un peu en retard sur le volet social, selon vous. Que ça y est, le développement et le rehaussement social ne soient pas de 20 mots ou de 20 slogans. D'accord.
Alors, je voudrais sur le volet politique. Pensez-vous que le vivre ensemble sur le plan politique pose problème? Oui, notre vivre ensemble pose problème. Quand vous voyez la situation politique nationale, dont les causes sont les deux réformes majeures de la vie politique, ainsi que les deux dernières élections qui ont consacré d'abord les UP et BR dans un monopole total du jeu politique du Bénin, et après avec les communales, l'entrée de la troisième force politique, les FCBE, qui sont par ailleurs chefs de file de l'opposition. Bon, c'est tendu. Nous qui étions habitués à un autre système, on a le choix entre s'adapter ou se résigner. Alors dire, bon, on est observateur, on est résistant. Voilà. Bon, et c'est ce que beaucoup le font. Et ceux qui essayent de s'adapter, on les critique, on les traite de tous les noms d'oiseaux. La situation politique nationale, c'est un exécutif dominant, c'est une mouvance qui monopolise le jeu politique, c'est une opposition divisée, c'est un peuple résigné, une société civile quasi inexistante. J'avais parlé du dégel de la crise qui tarde à venir, des questions non résolues, non évacuées sur les exilés, les réfugiés, les prisonniers politiques. Et puis la question de la réconciliation nationale diversement appréciée. Donc il y a quelque chose à faire. C'est pour ça que je souhaite que 2022, que tous les acteurs puissent un peu s'élever. Nous n'avons que ce seul pays, le Bénin. Alors quelle réponse vous donnez à ceux qui estiment que l'animation de la vie politique, ce sont les questions de rapport de force? Non, c'est ceux qui analysent de manière brute la politique. La politique, c'est, oui, on peut le voir avec les lentilles de rapport de force, comme on peut également le voir comme une allocation de valeur. Et moi, je préfère voir la politique comme une allocation de valeur, où ce n'est pas un jeu de rapport de force, mais c'est un jeu de transmission de valeur. C'est une contradiction entre les valeurs. Vous avez telle valeur, j'ai telle valeur, vous avez telle idée, j'ai telle idée. Et puis on le confronte sur le terrain, on l'expose au peuple qui est le spectateur, comme lors d'un match de foot. Quand une seule équipe monopolise trop la balle, mais les joueurs sont découragés et les spectateurs sont découragés. Donc je conçois la politique comme une allocation de valeur et non comme un jeu de rapport de force. Permettez-moi une petite anecdote. Allons-y. Je pense qu'il le mérite, le général Mathieu Kérékou. Un planton m'a raconté un jour qu'un chargé de mission est entré à faire éruption dans le bureau du général tout agité. Mon général, j'ai les résultats. Si on laisse faire, c'est l'ARB qui va prendre Cotonou. Première élection de 2023 et 2003, communale. Le général l'aurait regardé, il dit oui, et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ah, mon général, vous savez, au sein de la Sénat, il n'a même pas fini sa parole quand le général a dit, si vous changez les résultats, je vais vous enfermer. Il n'a pas été votre président? Eh bien, si c'est lui qui gagne, donnez-lui la mairie. Le général était capable d'arracher le ballon de foot du pied de ces joueurs et de leur dire, mais vous aviez trop monopolisé la balle. Donnez-le également à l'opposition, on va savoir ce qu'ils peuvent faire. C'est ça le jeu, c'est ce qui rend le jeu plaisant. C'est pour ça qu'on parle de jeu politique, de jeu démocratique. Après tout, c'est un jeu. Alors on ira très vite puisque le temps qui nous reste n'est plus beaucoup. 2023, ce n'est plus loin puisqu'après l'élection présidentielle de 2021, la prochaine consultation électorale, ce sont les législatives de 2023. Comment vous entrevoyez les choses très rapidement? Avec beaucoup de sérénité. Je pense que le calme est revenu. Je souhaite que nous fermions les portes de 2021, qu'on ferme et qu'on envisage le futur avec beaucoup plus de joie, de paix et de sérénité. Je souhaite que les prochaines élections législatives pour notre vivre ensemble, maintenir l'unité et la cohésion nationale puissent être des élections inclusive, que toutes les sensibilités politiques de notre pays soient représentées
à l'Assemblée et que ce soit des élections également transparentes. D'accord. On ne vous a pas entendu sur cette actualité-là, liée à votre colistier, Joël Aïvo, qui aujourd'hui est condamné. De votre position aujourd'hui, comment avez-vous vu tout ce qui s'est passé rapidement et la condamnation? Et que faut-il faire pour arriver à une décrispation du climat politique au Bénin? Bon, j'ai été assommé par son arrestation d'abord et sa condamnation. Le jour qu'on l'a arrêté, je suis resté jusqu'à 2 heures du matin à la BEF. Vous savez, des fois, quand vous êtes assommé sur quand quelque chose vous assomme, vous perdez vos repères. Toutefois, j'ai quand même eu à faire une petite déclaration sur ma page Facebook pour compatir à ces peines. Et le Front de la restauration de la démocratie également, qui fonctionnait encore, avait eu à faire un communiqué donc, dans lequel je m'y trouvais. Je voudrais d'abord dire que je compatis à sa douleur, à la douleur des membres de sa famille, de ses militants, de ses étudiants et de ses partisans. Et je ne suis pas resté les bras croisés. J'ai déjà écrit 2 fois au chef de l'État sur ce dossier. Je suis un ambassadeur, je sais comment aborder ces questions avec la haute autorité. Je n'ai pas besoin d'en faire un courrier, voilà, de la publicité, parce que j'écris à un chef de l'État, au chef suprême de la nation. Et sa dernière condamnation également m'a beaucoup peiné. Je souhaite que ce dossier puisse être revu. Si j'ai l'occasion de parler au chef de l'État, je lui en parlerai et je n'hésiterai même pas à le supplier, et oui, à le supplier pour que ce dossier-là soit revu. Alors, une dernière question, sans doute, c'est concernant Rekia Madougou. Les accusations, entre autres choses, c'était votre frère, Modeste Kérékou. On a vu les images, mais vous, à votre niveau, vous avez gardé, je dirais, un silence assourdissant sur cette question. Rekia Madougou condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour complicité d'actes terroristes, alors que vous étiez, je dirais, tous membres du parti Les Démocrates. Bon, quand ça s'est passé, j'étais déjà suspendu du parti. Mais cela ne justifie pas que je garde un silence sur ce dossier. Je n'ai d'ailleurs pas gardé silence. J'ai fait une publication sur ma page où j'ai également compati à sa douleur et à celle de sa famille et de sa famille politique. Je voudrais dire que par rapport à ce dossier, aussi, j'ai de la peine. Je pense que Mme Madougou doit avoir 48, 49 ans. J'ai de la peine à penser qu'elle sortira de prison à l'âge de 68 ans. Je voudrais en appeler à la clémence et à la hauteur d'esprit du chef de la nation, qui par ailleurs est le premier magistrat, c'est comme ça on dit, le premier magistrat de la République. Je ne voudrais pas avoir l'outrecuidance de lui dire ce qu'il faut faire. Il sait bien quel code manœuvrer pour un dénouement heureux de cette situation. Vous savez, la question de Dieu n'a pas été bien comprise parce que c'est nouveau. Un Dieu, ce n'est pas l'ombre de quelqu'un. Donc, les gens me reprochent de tenir un langage de paix au moment où d'autres sont plus ou moins indicatifs, sont virulents. Pourtant, moi, je suis de l'opposition modérée et je vous ai dit pourquoi je dois aller vers la paix. Je suis un ambassadeur de paix. J'ai prêté serment pour la paix sur le lit d'un mourant, le professeur Thévo Edjré. Donc, je me dois de promouvoir la paix. Et puis, il y a aussi quelque chose. Je ne voudrais pas, et que cela cesse, je profite de votre tribune pour le dire, qu'on m'indexe. Moi, je n'ai rien à voir dans cette affaire-là. Le silence était nécessaire pour le respect des principes en matière pénale, c'est-à-dire la présomption d'innocence et le secret de l'enquête. Moi, je suis allé à l'école, je ne suis pas un mouton. Vous vous sentez persécuté ou bien... Oui, parce que les gens donnent l'impression que c'est l'affaire de capture d'écran et de WhatsApp qui ont amené cette condamnation. Mme Madougou n'a ni été arrêté, ni été accusé, ni été inculpé, ni été jugé, ni été condamné pour une affaire de capture d'écran. Beaucoup ces avocats, j'ai
parlé à ces avocats. J'ai parlé à ces avocats. Ces avocats m'ont dit que les juges n'ont posé même pas une question sur cette affaire de capture d'écran. Donc, sa condamnation, son jugement, n'ont rien à voir avec les captures d'écran. On lui reproche une tentative de déstabilisation de l'œuvre. Donc, c'est fini. Et puis, pour finir, je voudrais dire ceci. Vous savez, c'est pas pour m'enorgueillir. Je suis né, j'ai grandi dans le pouvoir. Je suis fils d'un chef historique. J'ai une grande responsabilité. J'ai côtoyé beaucoup de chefs d'État depuis mon jeune âge. Kadhafi, Hassan II, Eyadema, Bongo, Museveni, Déby. Je continue d'en côtoyer. Obasanjo, Erdogan. Je connais aussi des émirs. Mais vous me voyez, chacun a son style. Je ne peux pas faire la même chose que les autres. J'ai le pouvoir dans le sang. Je ne peux pas me mettre à dire oya, 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 oya. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Oui. Quelle est l'expérience que j'ai de l'éducation de mon père et de tout ce monde que j'ai connu? Un chef, c'est d'abord un protecteur. Il protège d'abord. J'ai protégé mes militants, j'ai protégé mes lieutenants. Et je me réjouis que je n'ai aucun militant aujourd'hui dans les geôles de prison. D'accord. Mais je compatis à la peine des autres, mais qu'on ne me dise pas que je dois faire la même chose que les autres. Chacun a son style politique. Votre message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Votre mot de conclusion. Mon mot de conclusion, c'est que je voudrais que 2022 soit une année de grande réconciliation nationale. Je voudrais que le premier animateur de la vie politique, le chef de l'État, puisse faire un geste dans ce sens. Je lui ai déjà envoyé 2 courriers dans ce sens. Et il ne m'a pas reçu. Je ne le connais pas, je l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais eu un tête-à-tête avec lui. Mais suite à mon premier courrier, j'ai eu un petit signe qu'il accueillait favorablement cela. Quelques semaines après, c'était quand le médiateur a annoncé la main tendue du chef de l'État et a eu à faire une tournée. Il faut qu'on aille dans ce sens, et qu'on ferme tout ce qui a été négatif en 2021 pour le Bénin et que c'est ensemble qu'on construit une nation. C'est important pour notre vivre ensemble, l'unité nationale et la cohésion nationale. La paix et la réconciliation nationale, la grande réconciliation nationale pour 2022. Moïse Tchondo Kérékou, merci d'être passé sur Zone Franche. Les 52 minutes sont largement dépassées aussi. Merci à vous, Rabalek Para. Merci à nos radios partenaires dans le centre et le nord du pays. À dimanche prochain.